Une gentillesse qui ne coûte rien n'est pas une vraie gentillesse. La vraie gentillesse, c'est la tasse de thé que vous portez à travers une cour gelée avant l'aube. Vous l'apportez à un homme qui ne peut rien pour vous, qui ne possède rien. Un homme que le monde entier a décidé de considérer comme valant moins que les chevaux dont il s'occupe. Eleanor Whitby versait ce thé chaque matin depuis 2 mois. Elle n'attendait rien en retour, si ce n'est la compagnie silencieuse d'un étranger. Elle ne se doutait pas que l'homme qui nettoyait les stalles, vêtu d'un manteau taché de boue, détenait l'acte de propriété du toit au-dessus de sa tête. Il possédait aussi les registres de la famille qui la méprisait, et il avait le pouvoir de réduire son monde en cendres. Quand il a finalement franchi les portes d'entrée de Ravenscroft Hall, propre, le dos droit, et annoncé par son nom, la farce que tout le monde jouait à Eleanor s'est effondrée en une seule seconde silencieuse. Les cloches de l'horloge de l'écurie n'avaient pas encore sonné 5 heures quand Eleanor traversa la cour de la cuisine. Le froid était de ceux qui dépassent la peau et s'installent dans les dents. Le givre recouvrait les pavés d'une fine croûte argentée. Son souffle sortait en nuages irréguliers et disparaissait. Elle portait une théière brune ébréchée, enveloppée dans un chiffon plié pour garder la chaleur. Elle tenait aussi une tasse en étain accrochée à 2 doigts. Elle marchait vite, car rester immobile était pire que de bouger. Elle avait 21 ans, bien que l'épuisement marqué au coin de ses yeux soit celui d'une femme bien plus âgée. Sa robe était en laine grise, simple et maintes fois reprisée. L'ourlet avait été rallongé 2 fois et était encore trop court d'1 pouce. Un châle couleur de cendre était noué serré sur ses épaules. Ses bottes étaient craquelées au bout, et l'humidité avait depuis longtemps atteint ses bas. Elle ne ressemblait pas à la pupille d'un duc, elle ressemblait à une soubrette qui se serait trop éloignée du feu. Mais elle avait été la pupille d'un duc, il y a seulement 4 mois. Ravenscroft Hall se dressait derrière elle dans l'obscurité. C'était une énorme étendue de pierres noires et de fenêtres aveugles. Le lierre étranglait la façade nord. Les cheminées étaient froides à cette heure. C'était sa maison depuis l'âge de 9 ans. Une fièvre avait emporté sa mère et son père en une seule semaine. Elle ne lui avait laissé qu'un nom et une malle de robe d'été devenue trop petite. Le vieux duc, parrain de son père, l'avait accueilli sans la moindre hésitation. C'était un homme bourru, aux favoris blancs, qui sentait la fumée de pipe et le liniment pour chevaux. Et il l'avait aimé, simplement et sans cérémonie. Il lui avait appris à monter à cheval. Il lui avait appris à lire un registre de comptes. Il la laissait s'asseoir dans son bureau les soirs d'hiver. Elle se disputait avec lui sur le prix de la laine pendant que le feu crépitait. Puis, il y a 4 mois, son cœur s'était simplement arrêté dans son sommeil. Et tout ce qu'Eleanor avait cru solide s'était transformé en sable sous ses pieds. Le vieux duc n'avait pas d'enfant. Le titre, le manoir, le vaste domaine s'étendant sur les landes du Yorkshire, tout revenait à un lointain cousin que personne n'avait jamais rencontré. C'était un soldat parti combattre dans la péninsule, un nom sur le parchemin d'un notaire. En attendant que cet homme soit retrouvé et ramené pour réclamer son héritage, la gestion de Ravenscroft revenait au parent respectable le plus proche, prêt à s'y installer. Ce parent était Lady Honoria Vane. La main d'Eleanor se crispa sur la théière à la simple pensée de ce nom. Lady Vane était une veuve, cousine de la défunte épouse du vieux duc. Elle s'était abattue sur Ravenscroft moins de 2 semaines après les funérailles, tel un corbeau se posant sur une tombe fraîche. Elle arriva avec 2 filles adultes, une montagne de mâles et un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. En un mois, elle avait renvoyé la moitié du vieux personnel loyal et l'avait remplacé par ses propres gens. En 2 mois, elle avait fait comprendre très clairement qu'Eleanor Whitby, une orpheline sans titre, sans fortune et sans protecteur vivant, n'était pas un membre de la famille. Elle était une dépense, une charité, que la maisonnée ne pouvait plus se permettre. Alors, Eleanor frottait, elle raccommodait, elle transportait du charbon, noircissait les grilles et portait des plateaux. Lady Vane appelait cela « gagner sa pitance ». Eleanor savait ce que c'était vraiment. C'était une campagne lente et délibérée pour la rendre si petite et si invisible que le jour où on la mettrait à la porte, personne ne remarquerait même son départ. Elle atteignit la porte de l'écurie et l'ouvrit d'un coup d'épaule. Une chaleur l'accueillit, épaisse et animale. La bonne odeur du foin et du cuir
et les grands corps fumants des chevaux dans leur stall. Une seule lanterne brûlait faiblement sur un crochet. Et là, comme chaque matin, le nouveau palefrenier était déjà au travail. Il tenait une fourche à la main, les manches retroussées jusqu'au coude malgré le froid. « Vous êtes en retard, dit-il sans se retourner. La jument alezane s'en plaint depuis un quart d'heure. La jument alezane s'en plaint de tout, dit Éléonore. Elle tient ça de vous. Il rit à cela, un son bas et rauque, comme quelque chose de rouillé qu'on force à bouger. Il posa la fourche contre le mur et se tourna vers elle. Et Éléonore ressentit le même petit choc stupide qu'elle ressentait chaque matin en le regardant. Ce n'était pas un bel homme au sens où les poètes l'entendent. Il était trop dur pour ça. Il était grand, large d'épaules d'une manière qui parlait de vrai travail et non de couture. Et il y avait une longue cicatrice pâle qui courait de sa tempe gauche jusqu'à la ligne nette de sa mâchoire, captant la lumière de la lanterne. Il se déplaçait en boitant. Sa jambe gauche traînait légèrement, raide au niveau du genou, comme si elle avait été cassée et mal ressoudée. Ses cheveux sombres étaient trop longs et en désordre permanent. Ses yeux étaient d'un étrange gris pâle, la couleur du ciel des Landes juste avant la neige. Et ils avaient une façon de se poser sur une personne qui lui donnait l'impression d'être entièrement vue. Il était arrivé à Ravenscroft 5 semaines auparavant. Il avait remonté l'allée à pied avec un seul sac sur l'épaule, demandant du travail dans les écuries. Le chef palefrenier avait été renvoyé par Lady Vane pour insolence 1 semaine plus tôt. Et personne d'autre ne voulait du poste dans l'obscurité glaciale des cours de l'aile nord. Alors cet étranger, qui se présenta simplement comme Gabriel et n'offrit rien d'autre, fut engagé sans poser de questions. Il dormait dans le grenier au-dessus de la sellerie. Il restait dans son coin. Les autres domestiques le trouvaient troublant et le laissaient tranquille. Eleanor l'avait trouvé lors de son 2e matin de livraison de thé. Elle s'était réfugiée dans les écuries pour échapper à une réprimande et avait découvert un étranger assis sur un seau retourné, en train de lire. Un garçon d'écurie, avec un livre de poésie latine en équilibre sur son genou. Elle l'avait dévisagé. Il avait levé les yeux, haussé un sourcil sombre et lui avait demandé si elle comptait laisser la porte ouverte et faire entrer le froid toute la journée. Elle lui avait apporté du thé le lendemain matin, presque comme une excuse, et le matin suivant par habitude. Et maintenant, c'était simplement ce qu'elle faisait. C'était la seule chose chaleureuse dans une journée faite de moments froids. « Asseyez-vous », lui dit-elle maintenant, en déballant la théière, avant que ça ne gèle. Il s'assit sur le seau. Elle se percha sur le banc bas le long du mur. Elle versa le thé dans l'unique tasse en étain, et ils se la passèrent comme ils le faisaient toujours. Car il n'y avait qu'une seule tasse, et aucun d'eux n'avait jamais suggéré de faire autrement. Les chevaux bougeaient et respiraient autour d'eux. Dehors, le ciel noir commençait très faiblement à virer au gris. « Vous avez l'air pire que d'habitude », observa Gabriel en prenant la tasse. « Ce qui est un exploit considérable. Merci. Vous êtes très galant. Je suis un palefrenier. La galanterie est au-dessus de ma condition. » Il le dit légèrement, mais elle perçut l'étrange lueur derrière ses mots. C'était comme à chaque fois que la conversation effleurait le sujet du rang social. « Qu'est-ce qu'elle vous a fait faire hier soir ?» Éléonore resserra son châle. « L'argenterie. Toute l'argenterie. Pour la réception. » « Ah, la réception. » Il tourna lentement la tasse dans ses mains balafrées. La grande arrivée du grand-duc. Toute la maisonnée était en effervescence depuis 1 semaine. La nouvelle était enfin arrivée des notaires de Londres. L'héritier manquant avait été retrouvé. Le cousin soldat avait survécu à la guerre, vendu sa commission et venait enfin vers le nord pour prendre possession de ce qui lui revenait. Il était attendu d'un jour à l'autre. Ravenscroft était nettoyé de la cave au grenier. Les meilleures chambres étaient aérées. Et Lady Vane s'était jetée dans les préparatifs avec une énergie fiévreuse. Cela n'avait rien à voir avec l'hospitalité, mais tout à voir avec l'ambition. « Elle est hors d'elle », dit Éléonore. Elle fait répéter sa révérence à Cordelia dans la grande galerie, 3 heures par jour. Et Lavinia a eu 2 essayages pour une nouvelle robe cette semaine, bleu argenté, pour faire ressortir ses yeux, apparemment. Et qu'est-ce que le nouveau duc a à dire de tout ça? Rien. C'est tout l'intérêt. Lady Vane a l'intention de le marier à l'une de ses filles avant qu'il n'ait eu le temps de défaire ses malles. Éléonore reprit la tasse et but. Le thé était fort, amer et merveilleux. Elle dit qu'un duc qui a passé 10 ans dans l'armée
ne connaîtra rien à la bonne société. Il sera reconnaissant, dit-elle, d'avoir une famille déjà installée et une belle jeune fille qui l'attend déjà. Elle compte se rendre indispensable avant qu'il n'ait eu le temps de prendre ses marques. Gabriel était très immobile. Vraiment? C'est intelligent d'une manière horrible. Il arrive dans une maison qui a déjà été arrangée autour de lui. Une hôtesse qui connaît toutes ses affaires. Une fiancée servie avec la soupe. Elle secoua la tête. Le pauvre homme n'aura aucune chance. Vous avez pitié de lui? J'ai pitié de quiconque entre dans cette maison sans savoir ce qui l'attend, dit Éléanore. Cet endroit dévore les gens. Il m'a dévoré. Quelque chose traversa son visage à ce moment-là, quelque chose qu'elle ne put nommer. C'était rapide et profond, disparu avant qu'elle ne puisse le saisir. Il détourna le regard vers les stalles, et quand il parla, sa voix était soigneusement égale. « Et qu'est-ce qui vous arrivera ?» dit-il. « Quand le duc arrivera ?» Éléanore resta silencieuse un moment. C'était la question qu'elle essayait de ne pas se poser depuis une semaine. « Je dois être partie avant qu'il ne me voie, » dit-elle finalement. Lady Vane a été claire. Elle ne veut pas que le nouveau duc demande pourquoi la pupille orpheline d'un gentleman cire les grilles de sa cuisine. Cela soulève des questions embarrassantes sur qui devrait payer pour mon entretien. Je dois donc être envoyée chez sa sœur à Harrogate comme dame de compagnie. Elle prononça le mot sèchement. Cela signifiait une esclave non rémunérée pour une invalide qui avait déjà fait fuir 3 filles cette année. Mais au moins, c'est hors de vue. Quand? Après la réception. Une semaine peut-être. Une fois que l'agitation sera retombée et que personne ne regardera, on me mettra dans une charrette et on m'emmènera. Et au printemps, personne à Ravenscroft ne se souviendra que j'ai jamais été là. Elle réussit un mince sourire. C'est un plan très bien ficelé. Je lui accorde ça. Lady Vane est tout sauf désordonnée. Elle s'attendait à une remarque sèche. Au lieu de cela, Gabriel posa la tasse sur la paille très soigneusement, comme si elle pouvait se briser. Et il la regarda avec ses yeux gris pâles, d'une manière qui lui coupa le souffle. « Vous pourriez refuser ?» dit-il doucement. « Avec quoi? J'ai 4 shillings et une malle de robe devenue trop petite. Refuser coûte de l'argent que je n'ai pas. » Elle baissa les yeux sur ses mains gercées. Le vieux duc n'aurait jamais laissé faire ça. Il l'aurait mise à la porte dès qu'elle aurait commencé à donner des ordres à son personnel. Mais il est mort et je n'ai personne. Et une fille sans personne fait ce qu'on lui dit. Elle se leva, ramassant la théière, ressentant soudain le besoin de bouger. Peu importe, je n'aurais pas dû dire tout ça. Vous avez assez de vos propres problèmes sans porter les miens. Éléanore. Elle s'arrêta. Il n'utilisait presque jamais son nom. Quoi qu'il arrive quand le duc viendra, dit Gabriel. Et il y avait quelque chose de rude et d'étrange dans sa voix, quelque chose qui ressemblait presque à une promesse. Ne montez pas dans cette charrette. Pas encore. Pas avant d'avoir vu comment les choses se passent. Mais le promettez-vous? Elle ne le comprenait pas, mais elle était fatiguée, elle avait froid, et elle mourait d'envie que quelqu'un au monde la regarde comme si son sort comptait. Alors elle hocha la tête. « D'accord, dit-elle, j'attendrai après la réception, même si ça ne changera rien. » Il la regarda retraverser la cour gelée, la théière vide se balançant à son côté. Et il ne reprit pas la fourche avant un long moment. Eleanor Whitby penserait à ce matin pour le reste de sa vie, car c'était le dernier où elle croyait encore comprendre la forme du monde. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'épuisement. Les préparatifs de Lady Vane atteignirent un paroxysme d'hystérie. Chaque surface de la maison était polie jusqu'à en brûler. Les lustres de la grande salle, sombres depuis 4 mois, furent descendus et lavés, cristal par cristal. Des chariots remontaient l'allée, transportant des fleurs de serre, des caisses de vin français, un bœuf entier. Et pendant tout ce temps, Éléanore travaillait d'avant l'aube jusqu'à bien après minuit, car Lady Vane avait décidé que si la fille partait de toute façon, autant l'exploiter jusqu'à la dernière heure. La cruauté des 2 filles était une chose plus petite, plus acérée, et elle la suivait partout. Cordelia était l'aînée, 23 ans, et d'une beauté authentique, à la manière froide d'une statue bien faite. Elle avait des cheveux couleur de miel, un coup de cygne et un talent pour dire des choses vicieuses d'une voix douce comme du sirop. Lavinia, 19 ans, était moins jolie et le savait. Elle compensait ce manque par une méchanceté plus profonde et plus viscérale. À elles deux, elles avaient fait de l'humiliation d'Éléanore un passe-temps. Un croche-pied dans les escaliers, un encrier renversé sur du linge fraîchement lavé,
un bijou disparu qui réapparaissait commodément dans la poche du tablier d'Éléanore après une fouille. 2 soirs avant la réception, Éléanore était à genoux dans la salle à manger, en train de lustrer le parquet, quand Cordelia entra avec une bougie. « Toujours là, petite souris ?» dit Cordelia, examinant son propre reflet dans la fenêtre assombrie. « Je pensais vraiment que maman vous aurait balayé avec le reste de la poussière maintenant. »« Après la réception, » dit Éléanore, sans lever les yeux. « Oui. Il ne faudrait pas que vous soyez dans les parages quand sa grâce arrivera. Imaginez l'embarras. » Cordelia s'accroupit, approchant la bougie pour que la flamme éclaire par en dessous son joli visage malveillant. « Savez-vous que j'ai presque pitié de vous, presque. Vous aviez de si grandes idées, n'est-ce pas, quand le vieil homme était en vie. Son petit animal de compagnie, sa fille intelligente. Vous croyez vraiment que vous étiez l'une des nôtres. » Elle sourit. « Vous n'avez jamais été l'une des nôtres, Éléanore. Vous étiez une égarée dont il a eu pitié. Et les égarés retournent au caniveau dès que leur maître est parti. » Éléanore continua de polir. Elle avait appris depuis longtemps que la seule arme qu'elle avait contre ces deux-là était de leur refuser une réaction. Mais sa mâchoire lui faisait mal à force de la serrer. « Maman a reçu une lettre, » continua Cordelia, se relevant, l'air ennuyé. « Du notaire du duc. C'est un être blessé, apparemment, boiteux, couvert de cicatrices, ruiné par la guerre. » Elle plissa délicatement le nez. Un homme sinistre, laid, brisé. Mais un duc est un duc. Et maman dit qu'un duc balafré avec 40 000 livres par an vaut 10 beaux barons. Je l'épouserai, et je n'aurai jamais à le regarder si je ne le souhaite pas. Elle bâilla. Finissez le sol, sourit. Je veux pouvoir voir mon visage dedans quand je danserai. Elle sortit d'un pas majestueux. Éléanore s'assit sur ses talons dans le noir et respira jusqu'à ce que ses mains cessent de trembler. Boiteux, balafré, ruiné par la guerre. Quelque chose de froid et d'étrange se retourna dans sa poitrine. Elle pensa à un homme sur un seau retourné, les manches retroussées. Une longue cicatrice blanche sur la mâchoire, une jambe qui traînait. Un homme qui lisait du latin dans un grenier d'écurie et savait, d'une manière ou d'une autre, exactement comment la maisonnée fonctionnait. Et qui lui avait dit, avec une certitude qu'elle avait été trop fatiguée pour remettre en question, de ne pas monter dans la charrette. Non, c'était absurde. Elle chassa cette pensée en frottant le sol. La moitié des hommes revenus de la péninsule étaient boiteux et balafrés. Cela ne signifiait rien, mais elle emporta cette pensée avec elle aux écuries le lendemain matin, et elle s'assit entre eux comme une troisième présence pendant qu'ils se passaient la tasse. « Vous êtes silencieuse, » dit Gabriel. « Je suis fatigué. Vous êtes quelque chose. Vous n'arrêtez pas de me regarder comme si une deuxième tête m'avait poussé. » Éléanore tourna la tasse en éteint dans ses mains. Puis, parce qu'elle était trop épuisée pour être prudente, elle posa la question. « Où avez-vous servi ?»« Dans l'armée. » Il se figea, comme il le faisait toujours. « Espagne, Portugal, Toulouse à la fin. Et votre jambe, votre visage ?»« Badajoz. » Il le dit sèchement. Un mur s'est effondré. J'ai été plus lent que les hommes à côté de moi. Eux ne sont pas rentrés du tout, alors je n'ai guère de raison de me plaindre. Il la regarda fixement. « Pourquoi me demandez-vous ça maintenant ?» Elle faillit le dire. Toute l'idée impossible lui monta à la gorge. On dit que le nouveau duc est boiteux et balafré et ruiné par la guerre. Et vous êtes boiteux et balafré et ruiné par la guerre. Et vous saviez des choses que vous n'aviez aucune raison de savoir. Et vous m'avez dit d'attendre. Mais c'était trop fou pour le dire à voix haute. Elle était une servante, et il était un palefrenier. Et les ducs ne dormaient pas dans des greniers de céleri et ne laissaient pas des orphelines leur offrir du thé dans une tasse en étain. Le monde ne fonctionnait pas comme ça. Elle avait appris exactement comment le monde fonctionnait. « Aucune raison, dit-elle. Je pensais à la réception. Tous ces hommes blessés, et tout le monde ici qui traite l'arrivée d'un duc comme une foire de Noël. » Gabriel la regarda un instant de plus. Puis il prit la tasse, but, et la lui rendit. Et l'étrange tension se dissipa. « Éléanore, dit-il, puis-je vous demander quelque chose sur le domaine? Vous pouvez demander, je ne sais peut-être pas. Les contes. Les contes du vieux duc avant sa mort. Vous avez dit une fois qu'il vous avait appris à lire un registre. Avez-vous déjà vu les vrais livres du domaine? Les loyers, les rendements, les dépenses de la maisonnée? C'était une question si étrange qu'elle cligna des yeux. Je les ai tous vus. Il me faisait vérifier les chiffres de son intendant par rapport aux siens, pour s'amuser. Il disait que j'avais une meilleure tête pour les chiffres que n'importe quel clerc de York.
Une lueur de l'ancienne chaleur, vite disparue. Pourquoi? Parce que quelque chose ne va pas avec eux, dit Gabriel. Le domaine devrait être l'un des plus riches du Nord. La terre est bonne, les loyers sont élevés. Et pourtant, la maisonnée est gérée à crédit et avec des rations réduites. Pendant ce temps, une veuve achète du vin français à la caisse et fait faire des robes de soie à ses filles 2 fois par semaine. Ses yeux pâles étaient devenus durs et froids. De l'argent quitte cette maison, Éléanore. Beaucoup d'argent. Et il n'est pas dépensé en fleurs. Éléanore le dévisagea. Et tout à coup, une douzaine de petites choses étranges qu'elle avait remarquées, sans jamais les relier, s'assemblèrent en une seule forme laide. Le vieil intendant renvoyé, qui avait protesté et avait été congédié sans certificat. Le nouveau, M. Corliss, un homme blafard et transpirant, qui était toujours dans le salon privé de Lady Vane, porte fermée. Les fermiers qui étaient venus à la porte de la cuisine en marmonnant à propos des loyers augmentés, 2 fois en 1 an sur un domaine soi-disant pauvre. Les livres, dit-elle lentement, les livres actuels. Corliss les garde sous clé dans le bureau de l'intendant. Je l'ai vu les y porter le soir. Lady Vane détient la seule autre clé. Pourriez-vous y accéder? Elle pensa à la petite clé en fer qui pendait au châtelain de Lady Vane, et au fait que le soir de la réception, toute la maisonnée serait sens dessus-dessous, et que tous les yeux seraient fixés sur la grande salle. Peut-être. Le soir de la réception, quand tout le monde regardera la porte, elle leva les yeux vers lui, et une étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois s'alluma dans sa poitrine. Pas de l'espoir exactement, mais son cousin têtu. Pourquoi un palefrenier se soucie-t-il que l'intendant falsifie les comptes? La bouche de Gabriel se courba très légèrement. Appelez ça un intérêt professionnel pour le toit au-dessus de la tête des chevaux, dit-il. Obtenez-moi ces chiffres, Éléanore. Copiez-les si vous ne pouvez pas les prendre. Et quoi qu'il arrive à la réception, quoi que vous voyez, aussi étrange que cela puisse paraître, souvenez-vous que je vous l'ai demandé en premier et que je vous fais confiance. Et accrochez-vous à ça. C'était, elle le réaliserait bien plus tard, l'avertissement le plus proche qu'il pouvait lui donner sans tout gâcher. La réception eut lieu un jeudi et il neigea. À 4 heures de l'après-midi, la grande salle de Ravenscroft brillait de 200 bougies et le comté était venu voir le nouveau duc. Ils arrivèrent dans une procession de calèches sur la longue allée blanche, les écuyers et leurs épouses, le vicaire, le magistrat, une poignée de petites noblesses qui avaient conduit une demi-journée dans la neige pour le privilège d'être les premiers à courtiser les faveurs d'un duc. La salle scintillait. Un quatuor de musiciens engagés jouait dans la galerie. Lady Vane, magnifique en soie prune foncée et avec les diamants de la vieille duchesse, qui n'étaient pas, nota amèrement Éléanore, les siens, recevait les invités au pied du grand escalier. Cordelia se tenait d'un côté et Lavinia de l'autre. Les 2 jeunes filles étaient disposées comme des bijoux dans un écrin. Éléanore n'était pas dans la salle. Éléanore était dans l'ombre du passage des domestiques derrière le grand escalier. Elle portait une robe grise fraîche et un bonnet blanc baissé, transportant des plateaux de vin et se rendant invisible. C'était précisément ce que Lady Vane voulait. Elle se déplaçait en marge de la foule, offrant des verres, gardant les yeux baissés. Personne ne regardait un domestique. C'était la seule pitié de l'uniforme. Et pendant tout ce temps, son cœur battait à tout rompre, car la petite clé en fer était dans la poche de son tablier. Elle l'avait subtilisé cet après-midi du châtelain de Lady Vane dans le tumulte de l'habillage, en épinglant une boucle de cheveux tombés. Ses mains n'avaient pas cessé de trembler depuis. Si elle était prise, elle ne serait pas envoyée à Harrogate. Elle serait jetée dans la neige, cette nuit-là même. Mais Gabriel lui avait demandé, et Gabriel avait dit « Je vous fais confiance ». Et pour la première fois en 4 mois, la confiance de quelqu'un lui avait semblé valoir la peine de tout risquer. Elle attendit l'annonce. À 5 heures, un silence se fit dans la salle. Le majordome, un des hommes de Lady Vane, une créature pompeuse nommée Pratt, prit sa place en haut du grand escalier. Il frappa le sol 3 fois avec son bâton. Les musiciens se turent. Tous les visages dans la pièce se tournèrent vers le haut. Lady Vane se redressa, le menton levé, sa main se resserrant sur le bras de Cordelia. C'était le moment pour lequel elle avait comploté, dépensé et affamé la maison. Le moment où sa fortune tournait.
Eleanor n'attendit pas de voir le duc descendre. C'était sa chance, l'unique instant où tous les yeux de Ravenscroft étaient fixés sur cet escalier. Elle posa son plateau, se glissa par la porte des domestiques et courut sur la pointe des pieds dans le passage froid du fond vers le bureau de l'intendant. La petite clé tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit. Le clair de lune et le reflet de la neige tombèrent à travers la fenêtre sur le bureau de Corlys. Et ils étaient là, les grands registres du domaine reliés en cuir, 3 d'entre eux, empilés et attendants. Le souffle d'Eleanor s'accéléra. Elle n'alluma aucune bougie. Elle ouvrit le livre du dessus à la lumière pâle et commença à lire. Et en 1 minute, son sang se glaça. C'était pire que ce que Gabrielle avait deviné, bien pire. Les loyers n'étaient pas simplement écrémés. Des tenures entières avaient été inventées. Des fermes qui n'existaient pas, versant des salaires à des ouvriers qui n'étaient pas réels, payés sur des comptes qu'elle ne reconnaissait pas. Le bois des bois du Sud vendu et l'argent disparu. L'argenterie du vieux duc, répertoriée comme enlevée pour réparation, et jamais revenue. Et parcourant tout cela, encore et encore, paraphé dans les marges d'une main crispée et moite, les initiales HV, Honoria Van. Elle n'avait pas seulement vécu sur le domaine, elle l'avait dépouillé jusqu'à l'os et en avait expédié les profits. Se préparant, comprit Eleanor dans un élan d'horreur, à avoir saigné Ravenscroft à blanc et à être parti bien avant que le nouveau duc ne comprenne ce dont il avait hérité. Eleanor attrapa un bout de papier et la plume de Corlys et commença à copier rapidement, sa main volant, les chiffres, les faux noms, les initiales. Elle n'entendit pas la réception, elle n'entendit pas les applaudissements, elle n'entendit que son propre cœur et le grattement de la plume. Elle copia jusqu'à ce que ses doigts se crispent. Puis elle plia le papier en petit, le poussa profondément dans le corsage de sa robe. Elle referma les registres exactement comme elle les avait trouvés, ferma la porte à clé. Elle s'appuya contre le mur froid du passage et trembla. Et puis elle retourna voir l'homme que tout le monde attendait. Elle se glissa dans la grande salle par la porte des domestiques à l'arrière, avec l'intention de se perdre à nouveau parmi les plateaux. La foule s'était reculée du pied de l'escalier en un large cercle murmurant, comme le fait une foule autour de quelque chose de remarquable. Lady Vane se tenait au centre, le dos tourné à Eleanor, sa soie prune rigide. Et dans les escaliers, descendant lentement, une marche prudente à la fois, à cause de la raideur de sa jambe gauche, se trouvait le duc de Ravenscroft. Il portait du noir, pas le noir grossier d'un domestique, mais le noir profond, immaculé et sobre d'un homme qui n'avait rien à prouver à personne. Ses cheveux sombres avaient été coupés et brossés en arrière. Ses bottes brillaient, et sur le côté gauche de son visage, de la tempe à la mâchoire, courait une longue cicatrice pâle qui captait la lumière de 200 bougies. Eleanor cessa de respirer. C'était Gabrielle. La tasse en éteint, les verres latins, le seau retourné dans l'obscurité glaciale. Le rire rauque et rouillé, et les yeux gris pâles, et la jambe qui traînait. Et le « ne montez pas dans cette charrette », pas encore. Pas avant d'avoir vu comment les choses se passent. C'était Gabriel, et il était le duc. Et il avait été le duc tout ce temps, dormant dans le grenier au-dessus de la sellerie, nettoyant les stalles, laissant une orpheline en robe grise lui offrir du thé. Parce que c'était la seule chose honnête dans une maison pleine de vautours qui ne savaient pas qu'ils étaient observés. Le plateau glissa des mains d'Eleanor et heurta le sol. Des verres se brisèrent sur le marbre, et toutes les têtes dans la grande salle se tournèrent vers la servante, debout, figée, et le visage blême, près du mur, y compris la sienne. Ses yeux pâles la trouvèrent à travers toute la longueur de la pièce bondée, et ils ne glissèrent pas sur elle comme les yeux d'un duc glissent sur un domestique. Ils s'arrêtèrent, ils la retinrent, et quelque chose se détendit sur son visage dur et balafré, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Créature maladroite, claqua Lady Vane dans le silence. Sa voix était de glace. Sortez, sortez. Misérable, laissez-la. La voix du duc trancha à travers la salle, basse, rauque et absolue, et elle coupa la langue de Lady Vane en plein milieu d'un mot. Il avait atteint le pied de l'escalier. Il se tenait maintenant de toute sa hauteur, et il n'y avait rien en lui du palefrenier tranquille. C'était un homme qui avait commandé des soldats, qui avait traversé la brèche de Badajoz, et tout le comté scintillant le sentit et se tut. Votre grâce. Lady Vane se reprit,
s'enfonçant dans une profonde révérence, ses filles tombant comme des arbres abattus de chaque côté d'elle. Pardonnez l'interruption. Une servante, rien de plus. Elle doit être renvoyée sur le champ. Je vous présente mes plus humbles excuses. Relevez-vous, madame, dit le duc. Vous allez vous faire mal à quelque chose. Lady Vane se releva, son sourire vacillant. Votre grâce est trop aimable. Puis-je vous présenter mes filles, mon aînée Cordelia? Nous n'avons pas été présentés, dit le duc. Et pourtant, vous semblez me connaître très bien. Vous me connaissez depuis une semaine, si je comprends bien. Faisant faire des robes de soie à vos filles, répétant des révérences dans ma galerie, arrangeant mon mariage par-dessus la soupe. Il laissa les mots tomber un par un dans la pièce silencieuse. J'avoue que j'ai eu l'avantage sur vous, Lady Vane. Je vous connais depuis 5 semaines. La couleur quitta le visage de Lady Vane. Je suis venu au nord plus tôt, continua le duc, s'avançant lentement, la foule s'écartant devant lui. Seul, à pied. J'ai passé 10 ans à apprendre que le moyen le plus rapide de comprendre une position est de la voir avant que l'ennemi ne sache que vous regardez. Et un grand domaine, plein d'étrangers avec des raisons de mentir, c'est une position, madame. Alors, j'ai pris du travail dans mes propres écuries sous un nom simple. Et j'ai regardé, j'ai écouté, et j'ai appris beaucoup de choses sur la façon dont Ravenscroft a été géré en mon absence. Sa voix baissa, douce et terrible. J'ai appris qui a renvoyé mes loyaux serviteurs sans certificat. J'ai appris qui achetait du vin français à la caisse pendant que les fermiers payaient un double loyer. J'ai appris exactement quelles initiales sont ancrées dans les marges des registres de mon domaine, à côté de fermes qui n'existent pas. La bouche de Lady Vane s'ouvrit et se ferma. Derrière elle, le blafard M. Corlys était devenu gris comme de la cire de bougie et se dirigeait discrètement vers la porte. « Arrêtez cet homme !» dit le duc sans élever la voix. Et 2 des serviteurs du magistrat saisirent Corlys par les bras. C'est... Le sang-froid de Lady Vane se brisa enfin en quelque chose de strident. C'est monstrueux. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit. Les divagations d'un palefrenier, La preuve, dit le duc, est dans les registres de l'intendant, qui sont sous clé, je crois. Et les clés ne sont détenues que par vous et par Corlys. Il marqua une pause. Et pourtant, je pense que les chiffres parviendront tout de même au magistrat. Et à travers la salle silencieuse, Eleanor Whitby plongea la main dans le corsage de sa robe grise. Elle en sortit un petit bout de papier plié et le leva dans ses doigts tachés d'encre. Lady Vane poussa un cri animal. « Les fausses tenures !» dit Eleanor, et sa voix tremblait, mais elle portait. Les ouvriers inventaient, le bois vendu des bois du Sud, l'argenterie du duc envoyée en réparation. Tout cela copié de la propre main de son intendant et paraphé dans les marges. Achevé, par elle. Elle regarda Lady Vane, et 4 mois de rage contenue brûlaient fermement derrière ses yeux. Vous alliez saigner cet endroit à blanc et partir avant qu'il ne le sache. Vous l'auriez fait si vous n'aviez pas été si certaine qu'un garçon d'écurie ne valait pas la peine d'être surveillé. Pendant un long moment, personne dans cette salle ne bougea ni ne respira. Puis le magistrat s'avança et ce fut fini. Corlys se mit à bredouiller, et pour sauver sa peau, il raconta tout. Et Lady Vane, dépouillée en un instant de sa dignité de soie prune, fut conduite en pleurant hors de la grande salle de la maison qu'elle avait tenté de dévorer. Cordelia et Lavinia la suivirent, petite, grise et soudainement ordinaire. Leur beauté se figea en une panique pincée de courtisane. Le comté les regarda partir dans un silence bruissant. Puis, étant le comté, commença immédiatement à chuchoter. Eleanor ne se souvint pas de grand-chose de l'heure qui suivit. Elle se souvint du magistrat, prenant son papier plié, comme s'il était en verre. Elle se souvint d'une gentille vieille épouse d'écuyer, drapant un châle sur ses épaules et lui tendant un verre de vin dans ses mains gelées. Elle se souvint surtout d'être restée en marge de tout cela, dans son bonnet de servante, pendant que la grande salle se vidait d'étrangers. De sentir le sol sur lequel elle se tenait depuis 4 mois basculer et se remodeler en quelque chose qu'elle ne reconnaissait plus. Il lui avait menti. C'était la pensée qui transperçait tout le reste, vive et froide comme l'obscurité de janvier. Chaque matin, autour de la tasse en étain, il l'avait laissé croire qu'il n'était rien ni personne. Il l'avait laissé lui déverser toute sa petite vie ruinée, sa peur, son épuisement et ses 4 shillings. Et pendant tout ce temps, il avait été le seul homme en Angleterre qui aurait pu changer tout cela d'un mot. Et il n'avait rien dit.
Quand la dernière calèche s'éloigna en crissant sur l'allée enneigée, un valet de pied vint la trouver dans le passage. « Sa grâce », dit l'homme, et il y avait un respect nouveau et prudent dans la façon dont il le lui disait maintenant. « Demande que vous le rejoigniez dans le bureau. » Le bureau du vieux duc, le bureau de son duc, celui avec le feu et les livres trop hauts pour les étagères. Là où elle s'était assise, enfant, et avait discuté du prix de la laine. La poitrine d'Éléanore lui fit mal en montant les escaliers. Elle ne retira pas le bonnet blanc de servante. Elle le porta délibérément, comme une armure, jusqu'à la porte du bureau. Il se tenait près du feu quand elle entra, un bras appuyé sur le manteau de la cheminée, fixant les flammes. Il avait enlevé son manteau noir, sa chemise était ouverte au col, les manches retroussées jusqu'au coude. Et la lumière du feu dansait sur la cicatrice de sa mâchoire. Et pendant un instant désorientant, il ressemblait exactement à l'homme du grenier de l'écurie, et son cœur se serra. « Vous m'avez menti », dit Éléanore. Elle n'avait pas voulu que ce soit la première chose. C'était la seule chose. Gabriel se tourna. « Oui, dit-il. Je l'ai fait. Chaque matin. » Sa voix montait, et elle ne pouvait pas l'arrêter. « Chaque matin, je me suis assise dans cette écurie, et je vous ai dit, mon Dieu, je vous ai tout dit, que j'avais 4 shillings, qu'on allait me renvoyer, que je n'avais personne au monde, et que je faisais ce qu'on me disait. » Elle tremblait. « Et vous étiez assis là, à boire mon thé, et vous m'avez laissé croire que vous étiez aussi bas et aussi seul que moi. Savez-vous ce que j'ai ressenti là-haut, tout à l'heure? De découvrir que la seule personne qui... » Sa voix se brisa, et elle la força à revenir. « Que tout n'était qu'un jeu. Que je n'étais qu'un autre visage que le grand-duc observait à travers sa lorgnette, pour voir comment les petites créatures se comportaient quand elles pensaient que personne d'important ne regardait. Non. Il traversa la pièce rapidement, la claudication oubliée, et s'arrêta juste devant elle. Ses mains se levèrent puis retombèrent comme s'il n'osait pas tout à fait. « Non, Éléanore, pas vous, jamais vous. Alors qu'est-ce que j'étais? Vous étiez la raison pour laquelle je suis resté. » Le feu crépita dans le silence. Éléanore se tenait très immobile. « Je suis venu ici en m'attendant à un nid de voleurs, » dit Gabriel. Et toute la dureté avait quitté sa voix, laissant place à quelque chose de brut. « J'en ai trouvé un. Corliss. La veuve, tout ça. Exactement ce que je craignais. Je comptais observer pendant 1 semaine, puis me révéler, les chasser et retourner détester le monde en paix. C'est la seule chose pour laquelle je suis apte depuis l'Espagne. » Il prit une profonde inspiration. Et puis, lors de mon 2e matin, une jeune fille à moitié gelée dans une robe grise déchirée s'est réfugiée dans mon écurie pour échapper à une réprimande. Elle a trouvé un palefrenier lisant du latin. Et au lieu de courir raconter des histoires, elle lui a apporté du thé le lendemain dans une tasse en étain, parce qu'elle pensait qu'il était la créature la plus pauvre et la plus basse de la maison, et elle ne pouvait pas supporter que personne n'ait été gentil avec lui. Ses yeux pâles croisèrent les siens. « Vous m'avez offert la seule gentillesse honnête que j'ai reçue en 10 ans, Éléanore. Vous l'avez offerte à un homme que vous croyez incapable de vous rendre le moindre sou. Comprenez-vous ce que cela représente pour un homme comme moi? Savez-vous à quel point c'est rare? J'ai été flatté, courtisé, et on m'a menti toute ma vie par des gens qui voulaient mon nom et mes 40 000 livres par an. Et une orpheline sans le sou, qui pensait que je n'avais rien, m'a donné l'heure la plus chaleureuse de ma journée et n'a rien demandé en retour. » La gorge d'Éléanore s'était nouée. « Je suis resté à cause de vous, dit-il. Je suis resté des semaines de plus que nécessaire, à nettoyer des stalles dans le froid. Parce que chaque matin, vous traversiez cette cour avec une théière enveloppée dans un chiffon. Et c'était la seule chose dans tout cet héritage pourri que je ne pouvais pas supporter d'abandonner. Je vous ai laissé continuer à penser que j'étais un palefrenier parce que j'étais un lâche, Éléanore. Parce qu'au moment où je vous dirai la vérité, je n'aurai plus jamais ça. Une personne qui me regarde et voit un homme, et non un titre. Je me suis dit que je protégeais l'enquête. Je protégeais le thé. » Sa bouche se tordit. C'était égoïste et c'était un mensonge, et je suis désolé. Mais ce n'était jamais un jeu. Vous n'avez jamais été un visage à travers une lorgnette. Vous étiez la seule chose réelle dans une maison pleine de fantômes. Éléanore découvrit que ses joues étaient mouillées. Elle leva la main, furieuse, arracha le bonnet blanc de sa tête et le jeta par terre. « Ils allaient me mettre dans une charrette, » dit-elle, la voix brisée. « Dans 1 semaine, et vous le saviez. Vous le saviez tout le temps que vous auriez pu l'arrêter. Et vous avez dit, ne montez pas encore dans la charrette. »
Parce que je ne pouvais pas vous dire pourquoi sans tout gâcher, dit Gabriel. Et parce que la pensée de vous dans cette charrette, emmenée pour être exploitée à mort par une invalide à Harrogate, me donnait envie de brûler les lettres de la veuve et chaque meuble qu'elle avait touché. J'ai dit pas encore, parce que je savais déjà, Eleanor. Je savais déjà que je n'allais jamais vous laisser y monter. Le feu crépita. La neige tapotait contre la fenêtre noire. Et Eleanor Whitby se tenait dans le bureau où elle avait grandi, dans les bras d'une maison qui avait essayé de la rejeter. Elle regarda l'homme impossible en face d'elle et ne sut que dire. « Que se passe-t-il maintenant ?» réussit-elle à dire. « Pour moi, maintenant que c'est, maintenant que vous êtes, c'est de cela que je vous ai demandé de venir discuter, » dit Gabriel. Il recula, et quelque chose dans son attitude changea, devint prudent et formel. Et elle comprit qu'il avait peur, ce qui était si étrange chez un homme comme lui que cela la calma. Lady Vane sera poursuivie. Le domaine mettra des années à se redresser. Les faux comptes seront démêlés, les fermiers remboursés, le véritable intendant retrouvé et réintégré. C'est une grande quantité de travail enchevêtré, misérable et peu glamour avec des chiffres. Il marqua une pause. Et il se trouve que je possède la meilleure tête pour les chiffres du Yorkshire. Et elle se tient dans mon bureau en robe de servante. Et je serais un imbécile de l'envoyer à Harrogate. Eleanor le dévisagea. « Vous m'offrez un poste. Je vous offre de retrouver votre foyer, » dit Gabriel. Pour commencer, la pupille du vieux duc, restaurée à sa place, avec ses propres chambres et son propre revenu. Et personne sur cette terre n'aura le pouvoir de vous mettre dans une charrette. Vous ne frotterez plus jamais une grille de votre vie. Vous gérerez les comptes de ce domaine, car il n'y a personne en qui j'ai plus confiance. Et Dieu sait qu'il a besoin de vous. Il prit une inspiration. Voilà le poste. Il est à vous quoi qu'il arrive. Je veux que ce soit bien compris avant de dire le reste. Car le reste ne fait pas partie de l'accord, et vous devez être libre de le refuser et de garder tout le reste. Le reste, murmura Eleanor. Gabriel Ravenscroft, 9e duc de son nom, qui avait commandé des hommes à travers la brèche de Badajoz et affronté une salle pleine de notables sans scier, parut soudainement et complètement désemparé. « Je ne suis pas un bon parti, » dit-il rudement. « Je le sais. Je suis boiteux. Je suis balafré. J'ai mauvais caractère. Je déteste la société. Et je préférerais passer une soirée dans une écurie plutôt que dans une salle de bal. Toutes les filles à marier de 3 comtés vont m'être jetées à la tête maintenant. Et leurs mères seront exactement aussi intelligentes et exactement aussi fausses que la veuve. Et je ne veux d'aucune d'entre elles. Je n'ai voulu d'aucune d'entre elles de toute ma vie. » Il fit un pas vers elle. « Je veux la fille à la tasse en étain. Je veux rentrer du froid après avoir inspecté les terres et vous trouver à ce bureau, vous disputant avec un registre. Je veux être à nouveau un homme pour quelqu'un, au lieu d'un nom, d'une blessure et de 40 000 livres par an. Vous êtes le seul calme que j'ai trouvé depuis la guerre, Eleanor Whitby. Vous êtes la seule personne qui m'ait jamais regardé et ait vu quelque chose qui valait la peine d'être traité avec gentillesse, alors que je n'avais rien à donner en retour. » Sa voix était devenue très basse. « Je n'ai aucun droit de le demander 1 heure après que vous ayez appris que je vous ai menti. Mais je n'ai jamais de ma vie désiré quelque chose comme je désire que vous restiez. » Le cœur d'Eleanor battait si fort qu'elle pensa qu'il devait l'entendre. « Vous êtes un duc, » dit-elle faiblement. « Et je suis une servante avec 4 shillings et pas de nom. Vous êtes la pupille d'un duc, élevée dans cette maison, mieux éduquée et plus cultivée que toutes les débutantes minaudières de Londres, » dit Gabriel avec ferveur. « Et je suis un soldat qui a passé 5 semaines à pelleter du fumier pour se cacher du monde. Alors ne prétendons pas que l'un de nous deux a une grande légitimité pour être pointilleux sur le rang. » Un sourire rude et involontaire tira sur la cicatrice de sa mâchoire. « Les gens du comté vont jaser. Qu'ils jasent. Au printemps, ils s'inclineront devant la duchesse de Ravenscroft dans la rue, et ils s'en étoufferont. Et ce sera le grand plaisir secret de ma vie de les regarder faire. »« Duchesse » répéta Eleanor. Le mot ne semblait pas réel. « Si vous voulez de moi. » Il était proche maintenant, aussi proche que sur le banc de l'écurie, aussi proche qu'il ne s'était jamais permis de l'être au-dessus de la tasse en étain. « Je ne peux pas m'agenouiller. La jambe ne le permet pas, et nous nous sentirions tous les deux ridicules. Alors, je vous le demanderai debout, simplement, comme je vous ai demandé du thé. Restez, Eleanor. Pas comme ma pupille, pas comme ma Claire, bien que vous puissiez être les deux si vous le souhaitez. Restez comme ma femme. Réglez mes comptes
et disputez-vous avec moi près du feu, et offrez-moi du thé dans une vraie tasse, pour l'amour de Dieu. Et ne montez jamais dans cette charrette. C'est tout ce que je demande. Restez, tout simplement. Et Eleanor Whitby, qui avait traversé une cour gelée chaque matin pendant 2 mois pour apporter de la chaleur à un homme que le monde entier avait condamné, qui avait risqué d'être jeté dans la neige pour lui tendre un bout de papier plié, leva les yeux vers les yeux gris pâles qu'elle avait connus bien avant de connaître son nom. Et elle découvrit que la colère s'était consumée pour laisser place à quelque chose de plus stable, de plus ancien et de bien plus effrayant. « Vous êtes toujours, dit-elle d'une voix mal assurée, l'homme le plus exaspérant que j'ai jamais rencontré. Vous m'avez laissé avoir pitié de vous. Vous m'avez laissé avoir pitié du duc. Je sais, vous avez bu mon thé pendant 5 semaines et n'avez jamais dit merci une seule fois. Merci, dit Gabriel, pour le thé et le papier, et pour avoir été, du 2e matin jusqu'à celui-ci, la seule raison pour laquelle je n'ai pas vendu ce maudit domaine sans même le voir et disparu. Merci, Eleanor. Elle pleurait et riait à la fois, et elle sut à peine quand elle prit sa décision. Seulement que la décision avait été prise quelque part dans une écurie glaciale des semaines auparavant, avant que l'un ou l'autre ne le comprenne. « Oui, dit-elle, vous, homme exaspérant, malhonnête et merveilleux. Oui, je resterai. » Il émit un son bas et rauque, et puis ses mains balafrées se levèrent pour encadrer son visage, aussi doucement que si elle était faite de la plus fine porcelaine de la maison, et il pencha la tête. Et Eleanor se hissa sur la pointe des pieds pour le rencontrer. Il l'embrassa comme un homme qui avait eu froid pendant 10 ans et qui rentrait enfin de l'obscurité, profondément, désespérément et entièrement sans cérémonie. Un bras glissant autour de sa taille pour la tirer contre sa chaleur solide, et elle enroula ses doigts tachés d'encre dans le devant de sa chemise ouverte. Et se grippa, parce qu'il était la seule chose solide dans un monde qui avait complètement perdu son axe, et parce qu'elle avait voulu, réalisa-t-elle, faire exactement cela chaque matin au-dessus d'une tasse en étain cabossé. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, il pressa son front contre le sien. Et ne la lâcha pas. Il y a un service de porcelaine décent quelque part dans cette maison, murmura-t-il. Celui du vieux duc. Je ne boirai pas mon thé dans une tasse en étain une fois que nous serons mariés. Vous le boirez dans ce que je vous tendrai, dit Eleanor, et vous serez reconnaissant. Et le son rare et rauque de son rire remplit le bureau où elle avait grandi. Ils se marièrent 6 semaines plus tard, dans la petite chapelle de pierre au bord du domaine de Ravenscroft. La neige était encore épaisse et bleue sur les landes. Eleanor ne portait pas de blanc. Elle portait du velours vert forêt profond, commandé à York sur l'insistance du duc. Une robe que personne n'aurait jamais pu confondre avec le gris d'une servante. La vieille épouse de l'écuyer, qui avait drapé un châle sur elle le soir de la réception, fut son témoin et pleura sans discontinuer dans un mouchoir. Il n'y avait pas d'invité aristocratique, pas de parure londonienne. Le vieil intendant réintégré vint, ainsi que la moitié des fermiers, et le chef palefrenier que Lady Vane avait renvoyé, de retour à son écurie et souriant comme un garçon. Quand le vicaire les déclara mari et femme, Gabriel n'offrit pas un baiser poli et chaste. Il attira sa mariée contre sa poitrine dans la chapelle glaciale et l'embrassa avec une certitude féroce et écrasante qui avait le goût de l'hiver et de quelque chose qui était enfin, définitivement à lui. Et Eleanor lui rendit son baiser sans se soucier de qui regardait. La nouvelle atteignit Londres en moins d'1 semaine, et ce ne fut pas un scandale. Ce fut un tremblement de terre. Les chroniques mondaines ne savaient pas comment présenter la chose. Le duc de la guerre, sinistre et balafré, le grand prix matrimonial de la saison, était rentré dans le Nord. Et au lieu de choisir parmi les rangs scintillants des débutantes qui lui étaient jetées, il avait épousé une orpheline sans le sou, que la maisonnée gardait comme servante non rémunérée. Certains racontèrent cela comme une tragédie. La plupart, une fois les détails divulgués, le déguisement, la tasse en étain, le papier plié qui fit tomber une cousine voleuse au milieu de son propre triomphe, le racontèrent comme la chose la plus romantique qu'ils aient entendue en une décennie. Et Eleanor devint, sans le vouloir, la nouvelle mariée la plus en vue d'Angleterre. Lady Honoria Vane fut jugée aux assises de York ce printemps-là. Les faux registres, copiés par la main rapide d'une servante et paraphés de sa propre main, furent plus que suffisants,
Elle fut dépouillée de tout ce qu'elle avait volé et de tout ce qu'elle n'avait pas. Elle fut déportée, et Ravenscroft ne prononça plus jamais son nom. Cordelia et Lavinia, leur beauté et leur méchanceté, ne valant plus rien maintenant que l'argent et la mère derrière elles avaient disparu, furent dispersées chez des parents éloignés, prêts à les prendre comme pauvres dames de compagnie. Ce qui était, pensa Éléanore en l'apprenant, une forme de justice très bien ficelée. Elle ne jubila pas. Elle découvrit qu'elle n'en avait pas besoin. Le printemps arriva tard dans le Yorkshire, comme toujours. Et puis, tout à coup, la neige se retira des Hautes-Landes et les ruisseaux coulèrent, bruyants et bruns avec le dégel. Et un matin, Éléanore se réveilla pour trouver le monde entier devenu vert et or. La bruyère bourgeonnait en violet, sur les collines à perte de vue. Elle prit son thé sur la terrasse ce matin-là, comme elle avait commencé à le faire. Elle se tenait à la balustrade de pierre, dans une robe de chambre en mousseline vert pâle, neuve, non reprisée, la sienne. Avec une tasse de thé fort et sombre fumant dans ses mains. De la vraie porcelaine maintenant, fine et blanche, peinte d'hirondelles bleues délavées. Sauvée de la salle à manger même, où elle avait autrefois frotté à genoux. En dessous d'elle, les jardins se réveillaient. Au-delà, la lande s'étendait jusqu'au ciel pâle du matin, et elle pouvait voir, petit au loin, un cavalier longeant la limite du domaine, sur une jument alezane qui se plaignait de tout. Elle entendit son pas inégal sur la pierre derrière elle avant de se retourner. Il était monté des écuries, où il passait encore la première heure de chaque jour, que la duchesse approuve ou non, et il sentait l'air froid, le cuir et le cheval. Il glissa un bras autour de sa taille, la tira contre sa poitrine, et embrassa le côté de son cou, et elle se pencha contre lui sans ouvrir les yeux. « Les bois du sud sont replantés », murmura Gabriel contre ses cheveux. « Les loyers de Harrogate sont réglés. Et Finch dit que les fermiers ont eu le meilleur agnelage en 20 ans. » Une pause. « Vous aviez raison pour le drainage des champs bas, d'ailleurs. Ne laissez pas ça vous monter à la tête. »« C'est déjà le cas, » dit Éléanore. « C'est arrivé il y a quelque temps. » Il rit, bas contre son dos, et tendit la main pour prendre la tasse de ses mains et y boire lui-même, sans y être invité, exactement comme il l'avait fait chaque matin pendant 2 mois dans une écurie glaciale. « C'est la mienne, » dit Éléanore. « Je suis un duc, » dit Gabriel en la lui rendant. « Je peux être présomptueux avant le petit déjeuner si je le souhaite. » Elle se tourna dans le cercle de ses bras et leva les yeux vers le visage balafré, fatigué et entièrement aimé de l'homme qu'elle avait autrefois cru être la créature la plus pauvre de la maison. Et elle pensa aux bottes craquelées, aux 4 shillings, à la petite clé en fer et à la charrette dans laquelle elle n'avait jamais eu à monter. Elle pensa à la blague cruelle qu'une veuve intrigante avait construite autour d'elle, destinée à la réduire à néant. Puis Gabriel déposa un baiser sur son front, chaud, sans hâte et farouchement sien, et Éléanore décida qu'elle était tout à fait satisfaite de la fin de la blague. En dessous d'eux, la jument alezane se plaignait du matin et la bruyère fleurissait en violet jusqu'au ciel. Et sur la terrasse de la grande maison qui avait tant essayé de se débarrasser d'elle, la servante qui avait apporté de la chaleur à un étranger avant l'aube but enfin son thé dans une vraie tasse et fut chez elle. Si le triomphe discret d'Éléanore et Gabriel sur Lady Vane vous a enthousiasmé, sachez que vous n'êtes pas seul. Il n'y a rien de mieux que de voir l'opprimée, résiliente et négligée, obtenir exactement ce qu'elle mérite, surtout quand cela signifie faire chuter une intrigante au milieu de son propre grand moment. Aviez-vous deviné que le palefrenier était le duc depuis le début, ou la révélation vous a-t-elle surpris? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette romance historique lente et centrée sur les personnages, merci d'appuyer sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne. Partagez cette histoire avec tous ceux qui adorent les héroïnes intelligentes et les ducs grincheux mais farouchement protecteurs. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer notre prochaine fiction audio immersive. À la prochaine fois, faites attention à qui vous offrez votre gentillesse. On ne sait jamais qui regarde.